Alors nous sommes dans le cadre de l'immersion de la structure de Eman. Je suis avec Claise Mpassi, ancien membre de B3, ancien membre de Black, Blanc, Beurre, fondateur de l'école Eman, danseur de renom, hip-hop, spécialisé en popping. Et voilà, comment ça va, Claise? Comment tu vas? Ben écoute, ça va. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Je suis honorée en fait de cet entretien où on va pouvoir découvrir à travers tes yeux d'enfant ou d'adolescent le hip-hop. Est-ce que tu peux nous dire comment le hip-hop est venu et en quelle année on va dire? Ou alors quel âge tu avais? Tu étais où? Le hip-hop est venu à moi en 1982. D'accord. Voilà. D'accord. J'avais 10 ans. Alors, sachant qu'avant que le hip-hop arrive, je dansais déjà. Mais je dansais plus sur de la funk et sur du rock. D'accord. Il y avait le rock and roll, tout ce qui était rockabilly, tout ça, ouais. Donc moi, j'aimais bien, je dansais. Et mon modèle, c'était mon grand frère Richard. Il avait quel âge, lui, à l'époque? Alors, sachant que lui, alors moi, je dansais, en fait, comme je dis, je danse depuis toujours. On a 9 ans de différence. Ok. Voilà, 9 ans de différence. Donc je le voyais, bon, lui, il rentrait, des fois, il dansait un petit peu dans la chambre. Voilà, quoi. J'aimais bien ça. Donc, jusqu'au jour où je me retrouve, on va dire, là, je crois que je vais dédicacer ça à mon père, paix à son âme, qui, comme je pense, comme beaucoup de pères africains, me disait, si vous voulez être intelligent, il faut regarder les informations. Et moi, c'était un truc que je détestais à mon âge. Oui. Donc, voilà, les informations. Et un jour, donc, il me parle de ça, et du coup, je m'assois. Donc, franchement, je me dis, qu'est-ce que je fais là, quoi? J'attendais plus Starsky et Hutch après, c'était un dimanche. Et à la fin du journal, ils disent, voilà, il y a une nouvelle danse qui vient à peine d'arriver, qui vient des États-Unis, ça s'appelle le Smurf. On est en 82. On est en 82, Wow. quand je le vois. D'accord. Et là, je vois des gens danser dehors, avec des gants blancs. Ce qui était choquant, c'est qu'ils mettaient des cartons Par terre? par terre et ils dansaient. Donc debout et au sol. Donc là, c'est la première info que j'ai. Je suis fasciné. Je dis waouh. Donc après le Starsky et Hutch, je descends et je dis qui a vu le truc de Smurf? On est peut-être 2, 3. Ah, tu l'as vu le truc et tout ça? Et à partir de là, on essaie de reproduire ce qu'on a vu, mais c'était un flash. Tu as pu identifier de quel pays il venait, de quel type de population c'était? C'était des États-Unis? C'était des États-Unis. En tout cas, les images venaient des Noirs américains. D'accord, d'accord. Et il y avait certains, je ne savais pas qu'on les appelait comme ça, mais c'était forcément des portoricains. D'accord. Voilà, c'était un mélange des deux. Et tu t'es... Et j'ai commencé à essayer de reproduire, mais je sais déjà que je ne faisais pas du tout ce que j'avais vu. En fait, c'était un flash. D'accord. Alors, par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir continuer cette expérience, on va dire, à essayer de développer cette danse, parce qu'il y avait une émission qui s'appelait alors, c'est entre vendredi soir ou samedi soir, ça par contre je ne me rappelle plus, mais ça s'appelait Les Enfants du Rock. Une émission qui s'appelait Les Enfants du Rock. Et il y a eu un moment, il y a eu une autre émission qui s'appelait après Sex Machine. Donc il y a eu 2. Wow, ça date. Voilà. Et souvent, dans Les Enfants du Rock, à un moment donné, ou dans Sex Machine, ils commençaient à montrer des clips. D'accord. Et dans les clips américains, il y avait des smurfers. Donc là aussi, c'est pareil. Tu vois quelque chose, quelqu'un a vu quelque chose, on se dit, voilà, comment on fait? Voilà,
l'autre commençait à faire la vague, l'autre, ouais, non, moi j'ai plutôt vu ça. Donc chacun venait avec des infos, mais on n'avait pas autant d'infos. Donc là, on est en 82. Voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je vis la chose. Et chacun a vu, on va dire, chacun a vu un mouvement, et j'ai même envie de dire que j'essaie de recopier le mouvement parce que je savais que c'était le mouvement qu'il avait vu, et l'autre aussi recopié sur moi. Mais, comme c'était un flash, on n'avait pas de quoi, comment dire ça, comment revenir sur l'image qu'on avait vue. Donc oui. Là, nous sommes dans le temps où le magnétoscope va arriver. D'accord. Voilà. Donc, quelques personnes dans les débuts des années 80, avaient un magnétoscope. D'accord. Donc, tout le monde n'avait pas un magnétoscope. Le magnétoscope, quand il est arrivé, c'est vraiment le truc de malade. Donc, là, c'est après qu'on arrive en 84, si je ne me trompe pas, que l'émission HIP-HOP arrive. Voilà. D'accord. Moi, pendant ce temps-là, j'ai la chance d'aller chez mon cousin Franck, qui, lui, habitait à Berlin. Son père était dans la politique, donc tout ce qui était corps diplomatique, était ambassadeur du Congo, mais à Berlin. Donc en allant, j'allais là-bas avec mon grand frère Eric. Et lui avait déjà le magnétoscope. Et il avait des vidéos, plein de vidéos. Donc c'est là-bas où j'apprends, c'est-à-dire que là c'est avant hip-hop, avant HIP-HOP, en 84, mais avant que, en tout cas le HIP-HOP, c'était bien avant que je voie l'émission. Il y avait déjà, il y avait une émission qui s'appelle, une vidéo que je regardais, ça s'appelait Break It. Break It. Et il y avait tout dedans. Il y avait des breakers, il y avait des gens qui faisaient du locking. Et du coup, avec cette vidéo, eh ben, on pouvait reproduire, on pouvait re-regarder. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait. Donc on copiait un peu quand même les mouvements. Mais il y avait des mouvements qu'on connaissait déjà avec mon frère Eric. On était du coup en avance. D'accord. Quand tu dis on, ce sont tes frères ? Mon frère Eric. Là, mon frère Richard, c'est plus lui que je suis, parce que mon frère Richard, quand je le suis, c'est dans une danse française qu'on appelle le jazz rock. D'accord. Donc nous, quand on arrive au Smurf, bon, mon frère, si on faisait une chorégraphie, il la suivait, mon frère Richard, mais il n'est pas rentré dedans. Mais mon autre frère, parce que moi je suis le dernier, mon autre frère Eric, lui aussi, ça devient un mordu du Smurf. Mais on apprend d'autres disciplines. Le locking, tout ça, on apprend tout ça, parce qu'on aime ce qu'on voit. Mais quand on arrive sur Paris, il n'y a plus ça. Enfin, il n'y a pas ça. On s'arrête qu'au Smurf. Donc on est dans le Smurf, donc il y a HIP-HOP, et là, ça y est, après c'est la mode, on danse, on voit des vidéos. Bon, moi j'ai un peu d'avance, parce que comme j'ai vu les vidéos, donc je pouvais sortir des mouvements. Ouais, où est-ce que tu as eu ce mouvement et tout ça, c'est super fort. Mais c'est parce que j'avais vu dans la cassette de mon cousin. Donc voilà, en gros, comment je suis arrivé, en tout cas dans le hip-hop. 82, le journal. À partir de là, je m'entraîne, je regarde certaines vidéos. Après, il y a des vidéos qui viennent par la suite. Quand je parle là je me suis arrêté en 84 pour tout ce qui est hip-hop, tout ça. Mais après, il y avait des clips, quoi. Il y avait les clips de Lionel Richie, où il y avait des petits passages en danse. Il y avait... Après, ça s'est enchaîné dans du Janet Jackson. En fait, il commençait à voir vraiment de la danse un peu partout, donc on essayait un peu de piocher. Il y avait une vidéo aussi de Gap Band, où il y avait de la danse. Donc, il y a vraiment des trucs comme ça. Et 85 pour moi, alors je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, 85, c'est là où il y a Break-In. Ah, de Break-It, on passe à Break-In. Ouais, ça n'a rien à voir. En fait, Break-It dans le sens de casse-le, casse oui. ça ou... Oui, ça, mais moi, là, l'anglais, je m'en fous. Oui. En ce temps-là, je m'en fous de l'anglais. Mais Break-It, c'était c'est pas une émission, c'est une vidéo où il y a des gens qui dansent et on te montre des mouvements. Mais par contre, Break-In, c'est un film. Ah. En français, c'est Break Street 84. Je crois que j'ai voilà, vu des extraits, ils appelaient ça Break Street 84. Donc, où il y a Turbo, Ozone, il y a
Poppin Pete, mais Poppin Pete, on ne le connaît pas en ce moment-là. Il est dans la bande de Poppin Taco, mais on ne le connaît pas encore. En tout cas, la star, c'est Bougalou Shrimp, qu'on appelle Turbo. Voilà. Donc là, on voit du locking avec Shabadou, donc qu'on appelle Ozone. Et là, nous, quand on voit ça, on sait déjà faire. Ah bon, tu te rappelles, Eric, ce qu'on a vu à Berlin? Et du coup, on est rentré tout de suite dedans. Nous, on était déjà, quand on a vu le film, on est sortis, hey, vous avez vu le film et tout, regardez, on commençait à faire d'autres mouvements et tout. Et là, franchement, c'était le top. Est-ce que, entre cette période... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que la période que tu racontes, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de cassettes vidéo. Et le seul moyen de tout savoir, c'était d'avoir des cassettes vidéo ou de faire partie des groupes de danse. Comment est-ce que tu t'entraînais? Est-ce que tu te considérais comme danseur déjà? Ou alors tu t'entraînais mais tout le temps? Ben moi, je m'entraînais tout le temps. Quand j'étais à l'école, en primaire, j'attendais la récréation. J'allais dans les toilettes de garçons et je m'entraînais là. Pourquoi pas dans la cour? Dans la cour, les gens jouaient à... D'accord. Voilà, dans les toilettes ok. C'est la délit d'élo, on appelait ça, quand on était petit. Moi, quand la danse est venue, j'étais plus dedans. C'était vraiment ça. Donc j'allais dans la toilette des garçons, je m'entraînais là, tranquille, avec 2-3 personnes. Et il y a eu aussi le moment où moi j'habitais donc dans les Yvelines, à Trappes. Oui. Et du coup, j'avais mon challenge, il fallait que je sois le meilleur déjà de mon square. Donc meilleur du square Léo Lagrange. Après, je savais qu'il y avait un autre square à côté, Henri Vallon, le square de la commune. Du coup, j'allais défier celui de la commune pour être le meilleur. Et ensuite, pour devenir le plus fort de Trappes. Il n'y avait pas de salle de danse ni de structure? Il n'y avait aucune salle de danse sauf celle de mon grand frère, mais je ne pouvais pas rentrer tout le temps dedans, c'était les grands. Oui. Ils avaient monté dans le temps qu'il y avait dans les bâtiments, il y avait des sous-sols, on appelait ça des caves. Oui. Eux, ils ont réussi à l'aménager et ils ont fait comme une mini-boîte. Ils appelaient ça le Conan Club. Et il y avait tout ce qu'il fallait et ils étaient là. Ils mettaient leur musique, ils s'entraînaient. Donc moi, je les regardais s'entraîner. Je ne pouvais pas tout le temps rentrer. Des fois, est-ce que je peux venir et tout. Mais j'avais, non, tu restes là. Et puis des fois, bon, tu peux rentrer. Donc c'est là, en tout cas, tout ce qui est funk et tout ça, moi, j'ai bercé vraiment dedans, dans la musique. Et donc, là, on parle de être déjà le plus fort de son secteur. Donc, je suis à fond dedans. Et il y a mon frère qui revient avec aussi des nouveaux mouvements. Et je suis choqué, parce qu'ils allaient dans une boîte, enfin, dans une après-midi dansante, à Colonel Fabien. Ouais. Ça s'appelle le Bataclan. Donc là, moi je suis là, je les vois danser, j'essaie de reprendre un peu des petits mouvements, je m'entraîne, j'invente des mouvements, et je les entends parler. Ouah, t'as vu comment l'autre il dansait? On me donnait des noms, t'entendais des noms, et toi t'es là, tu te dis, waouh, c'est trop fort, j'aimerais tellement y aller. Donc à chaque fois, dès qu'on arrive à dimanche, je demande à mes frères de m'emmener et tout. Mes frères, non, t'as pas l'âge. Donc t'es dégoûté, je suis dégoûté quoi, parce que je peux pas y aller. Et il y a un événement qui arrive, the événement pour moi. Concours de danse à Mont-Repas, en 78, pour intégrer une compagnie de danse qui va s'appeler Black Blamber. Dans les membres du jury, il y a les PCB, donc Sydney aussi était là. Wow. Et là, je suis ouf, je suis puré. T'as pleuré? Oui, j'ai pleuré, mais pas pour la raison que tu penses. Parce que tu savais que tu y serais? Non, parce que je savais que je pouvais pas le faire. D'accord. J'étais trop jeune. Mon père, il a dit, toi, tu vas faire docteur. Donc déjà, j'ai pas pu faire le concours
et tu pleures parce que tu vois des personnes qui ont été prises qui n'ont pas mon niveau. Je fais une parenthèse. Est-ce que, au niveau de ton identité, est-ce que tu as su qui tu étais à travers la danse? Est-ce que tu avais déjà l'information que ton père voulait que tu sois docteur? Oui. Et quand tu as rencontré la danse, du coup, est-ce que tu pensais que ça pouvait s'allier? Ben, moi, quand la danse m'a touché, je sais pas, il y a quelque chose qui était en moi, qui me disait, il faut que je fasse de la danse. Et j'avais dit à mon père que je deviendrais danseur professionnel à l'âge de 8 ans, dès l'âge de 8 ans. Donc ce concours-là, j'ai pleuré parce que je voyais des gens danser qui allaient être pris. J'étais meilleur. Et je savais que j'allais pas être pris. Qu'est-ce qui a fait que tu aies continué? Enfin, je l'ai même pas fait le concours, je pouvais pas. Qu'est-ce qui a fait que tu aies continué, que tu aies persisté? Parce que ça, à un jeune âge comme ça, pour beaucoup, c'est décourageant et tu baisses les bras, tu peux pas aller t'entraîner, les grands ils te disent non, il faut que tu aies l'autorisation de tes parents. En plus là, tu peux pas intégrer de compagnie alors que tu sais que tu es le meilleur. Je suis le meilleur en tout cas, je suis pas meilleur que mes frères, hein, comme mon frère Eric ou des trucs comme ça. Hein. Mais déjà de tous ceux de mon âge, j'ai le niveau en tout cas d'être pris, j'ai le niveau de faire ceci ou cela. Et tu regardes les gens danser et je pleure en fait. Je suis... Maintenant, personne ne pouvait m'empêcher de danser. Parce que, comme je disais, j'avais mon coin, j'avais mon moment. J'avais ma récréation, j'avais le moment où je sortais, parce que mes parents me laissaient quand même sortir, pas tard, mais quand je sortais, on se retrouvait dans les bâtiments, on s'entraînait. Quand il faisait froid, c'était les bâtiments. Quand il faisait chaud, on allait dans le parc. On avait aussi les cartons, on avait tout, donc je dansais, quoi qu'il arrive, je dansais. C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Je ne sais pas comment le dire, c'était plus fort que moi. Et même si moi je voulais pas danser, t'as quand même un grand frère qui danse, et t'as un autre grand frère qui danse. Voilà, je baignais dedans. Je baignais dedans. J'étais là avec... Il y a eu la période du Walkman. Oui. Voilà, donc la musique, t'as ta cassette, t'écoutes les sons. C'était plus fort que moi. Mes frères parlaient tout le temps de danse. Donc ça m'a donné... J'avais encore le courage de danser, pas comme eux, jusqu'au jour où un de mes oncles, donc mon oncle Joseph, dit « Allez, je t'emmène, on y va. » On va où? Au Bataclan. Alors là, par contre... J'imagine même pas la joie. En fait, comment dire? C'est le paradis. Voilà. Alors, si je te dis le paradis, c'était le paradis. Tu rentres dans une grande salle. Tu te dis, mais il y a combien de personnes dedans? Je suis petit, je suis là, je regarde. Je me rappelle toujours parce que mon frère m'a dit, par contre, si tu rentres pas, tu reprends le train. Comment ça, si tu rentres pas? Ah ouais, mon frère, il n'y avait pas moyen au cas où je rentre pas. J'étais très jeune. Au moment où j'y vais, j'ai quoi? J'ai peut-être 11 ans. Entre 10 et 11 ans. J'ai plus le temps, mais je suis pas vieux, quoi. C'est une après-midi dansante. Oui. Et donc les gens sont plus âgés que moi, quoi. Ils ont 9 ans, 10 ans. Allez, parfois, ça pouvait arriver peut-être 6 ans de plus que moi. Dans la boîte, là où je me retrouve, je suis l'un des... Je sais pas, il y avait peut-être 1-2 personnes qui avaient peut-être mon âge. Et moi, j'ai réussi à rentrer parce que j'étais avec mon oncle. Et aussi parce que mon frère Richard était connu. Donc il savait, déjà. Il venait pour danser, donc lui il était connu déjà dans le monde jazz rock et tout. Et tu rentres et tu vois, on peut dire le vivier. T'es là, tu te dis à gauche, tu vois des gens qui dansent le jazz rock, tu vois de l'autre côté des breakers, mais c'était beaucoup plus, c'est pas comme aujourd'hui. Les breakers et les smurfers étaient bien ensemble, et puis souvent, celui qui dansait debout dansait automatiquement aussi en bas. C'était les deux. Et là, je deviens fou. Là, mon horizon s'ouvre. Tu vois d'autres personnes qui dansent avec d'autres gestuels et tu deviens malade. C'est-à-dire, quand je rentre chez moi, la seule envie, c'est quand est-ce que je vais y retourner. Merci, tonton. Oh là là, merci, tonton Joseph. J'oublierai jamais ça. C'est lui qui m'a ouvert cette porte.
quand est-ce que je vais pouvoir retourner? Et tu es retourné quand alors? Je suis retourné, j'ai peut-être loupé quelques événements, quelques 2-3 dimanches. Après, pour me rappeler du chemin, parce qu'à mon âge, c'est pas comme aujourd'hui, on ne prenait pas le train facilement. Donc, je suivais mes frères de loin. D'accord. Je les suivais de loin et je savais exactement où vous allez monter dans le train. Et moi aussi, je montais dans le train. Wow. Et je regardais à chaque fois où est-ce qu'ils descendent pour me rappeler. Donc dès qu'ils descendent, je descends. Je fais tout au loin pour arriver jusque-là. Et hop, je rentrais au Bataclan. Et après moi-même, c'était très très simple parce que mon frère Richard, surtout, comme il y avait le coin des jazz rockers, ils étaient d'un côté. Et moi, j'étais du côté de l'autre où il y avait les smurfers. Oui. Donc je savais me cacher. C'est vraiment grand le Bataclan. D'accord. Donc je danse. Je sais qu'à partir de telle heure, il va y avoir des slows. C'est un peu vers la fin. Donc là, je sais que mon frère, il va rester encore. Mais moi, je dois partir. Parce que s'il me chope là, je suis foutu. Donc tu pars un peu avant pour arriver à la maison. Voilà. Et ça a été ça. Comme ça. Comme ça. Et là, c'était encore plus quand j'arrive à la récréation. L'école, hein, franchement, j'ai pas aimé l'école, moi. Oh. Non, malheureusement, j'ai pas aimé l'école. Non. Pour moi, c'est le signe distinctif que tu n'es pas fait pour être employé, que tu es fait pour vivre de ton art ou de ta passion. Ben là, ça a tout dépassé. Franchement, ça a tout dépassé. Et donc, je suis à l'école, j'attends la récréation. Moi, c'est la récréation ou le moment de la cantine, quand j'étais à la cantine, parce qu'il y a toujours ce petit moment, avant que les cours reprennent, tu as toujours un petit temps où tu t'amuses. Moi, c'était la danse. Je transpirais la danse. C'était vraiment le truc. Je m'entraînais. Je pensais déjà à dimanche prochain. Dès dimanche, quand tu sors, tu penses à dimanche prochain. En fait, toute ta semaine, tu es là. Elle est longue. Elle est longue. Tellement j'étais à fond dedans. Et ça, j'ai envie de dire, c'est ces deux choses-là dans ma vie. Le Bataclan et la compagnie Black Blamber. Donc du coup, cette compagnie commence et moi je suis pas dedans en fait. Mais je les suis dès qu'il y a des spectacles, je suis là. Je me sens déjà Black Blamber en fait, parce que j'ai mes frères dedans. Ouais. Il y a des personnes que je connais qui sont dedans, qui sont aussi du 78, entre Plaisir, Maurepas, tous. Voilà, c'était collé, la Verrière, la Coignères. Et voilà, dès qu'il y a des spectacles, tu les suis. Est-ce que tu sais s'il y avait une résonance des autres départements ou des autres banlieues que 78? Mais quand tu te retrouves au Bataclan, c'est tous les horizons. D'accord. Il y avait sûrement des gens qui venaient de Sarcelles, c'est cela, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore cette histoire où ça va être tel département représente. Ça n'existait pas, ça. D'accord. Tu viens, tu étais un bon danseur, parfois on ne connaissait pas ton nom, mais on avait le look. On se connaissait par look. Et lui, il a tel look, t'as vu, lui, il est super fort. Parfois on ne connaissait pas le nom. Mais ça venait de différents horizons, par contre. Par contre, la compagnie Black Blamber est la première compagnie de danse professionnelle en France. Ah ouais. C'est la première. Il n'y a pas eu. D'accord. C'est la première. C'est bien de préciser professionnel. Ouais, professionnel. C'est-à-dire, tu danses, tu as un cachet. C'était inimaginable. Ouais, c'était inimaginable. Donc ça a commencé comme ça. Sauf que moi, j'étais pas dedans. Donc moi, là, je continue à travailler de mon côté. Je forme d'autres danseurs. Parce que, en voyant les Black Blamber, je me dis, tiens, ce serait bien d'avoir un groupe. Donc j'avais des copains, est-ce que ça t'intéresse la danse? Viens, je te montre des pas. Et viens, on monte des chorégraphies, viens, on fait ceci, cela. Donc là, on est vraiment en 84, 85, 86. Il n'y a plus de danse, il n'y a plus rien. Déjà, même hip-hop, ça s'arrête. Alors, je ne sais plus c'est quand la date où ça s'arrête, mais HIP, ça s'arrête. Ouais, ça t'était quoi? La danse, ça s'arrête. Le Smurf, c'est fini, ça s'est éteint. C'est quoi? C'est l'arrêt de la diffusion qui a tout stoppé? Je ne sais pas si c'est l'arrêt de la diffusion, parce que je ne me rappelle pas vraiment si c'était ça. Mais en tout cas, c'est comme si ce phénomène de mode, c'est fini, quoi. C'est fini. Le Club Dorothée est venu tout détrôner. Mais, D'accord.
je ne m'arrête pas. Certains, il y a eu des résistants, en fait, où on dansait. Mais parfois, quand on se retrouvait encore, quand on était encore dans certaines boîtes ou des après-midi dansantes, quand on nous voyait danser ou quand on breakait, les gens, ils avaient une expression, surtout dès qu'on breakait. Ils me disaient, ouais, que t'es en train de balayer le sol. Oui, j'ai connu Voilà. ça. Tu passes la serpillière. Voilà, tu passes ta serpillière. Oui. Donc voilà, on n'était plus du tout là-dedans, mais moi je continuais toujours. Et puis, j'étais pas passionné que par le Smurf. J'ai toujours aimé la funk aussi. Je dansais aussi le jazz rock. Donc voilà. Donc c'était de temps en temps, on fait un petit mouvement. Et voilà, quand il y avait un petit cercle ou une bonne musique, on se trouvait à 2-3 à travailler, à danser. Mais ça y est, c'est plus là. Mais moi, ça reste. D'accord. Alors, oui. Ça te fait pas un vide de fait de savoir qu'il n'y a plus rien Non. et que toi tu continues? Non. Tu es dans ta bulle. Non, je suis dans ma bulle et j'aime ça en fait. Est-ce que tu captes déjà les valeurs, certaines valeurs de cette danse, ou il y en a, tu sens pas? Qu'est-ce que tu entends par le mot Je parle du hip-hop. Je ne sais pas si on peut parler à cette période-là du hip-hop. C'est-à-dire les Unité. Si, parce que en ce temps-là, le mot hip-hop n'était pas là. Voilà. C'était quand tu dansais, tu étais un Zoulou. C'était la Zulu Nation. Afrika Bambaataa qui avait apporté ses valeurs et la Zulu Nation. Donc avant, et le mot hip-hop là, il n'y avait pas. D'accord. Quand on te regardait, t'étais un Zoulou. Tu avais une manière de t'habiller et voilà, c'était pareil. La paix, l'unité. Voilà, un Zoulou, c'était ça. Et je faisais des graphes. Okay. J'ai touché aussi les tags et tout ça. Ça faisait partie. C'était quoi ton blaze? Mon blaze, c'était Justy. Oh, d'accord. Voilà, okay. Comme mon fils, mon fils s'appelle Justy. Donc mon blaze, c'était Justy. Et ce qui m'a rattrapé encore, bon, tout en dansant, en restant dans la danse, ce côté danse, il y a eu le rap qui est arrivé. Et le rap, pareil. Quand tu étais un Zoulou, j'ai touché aussi au DJing. En fait, cette culture, en fait, quand tu es intéressé, tu touches à tout. J'ai essayé de faire vraiment du graphe avec la bombe. J'ai vite lâché l'affaire. Parce qu'il fallait savoir se cacher, il fallait savoir courir. Oui. Donc je faisais mes graphes après avec mes stylos. Tous mes cahiers, en tout cas, mes cahiers ils étaient propres. Hein. Mes cahiers, quand j'allais à l'école, dès que tu ouvrais, il y avait un graphe avec mon nom dessus, tout ça. Et le rap est arrivé quand, justement, tu danses. Parce que j'aimais vraiment danser. Je pouvais pas dire que j'avais un certain niveau puisqu'il n'y avait plus de danse. Mais je m'entraînais quand même. En tout cas, dès qu'il fallait danser, j'ai inventé mes petits mouvements. Mais le rap ensuite est arrivé. Et là, c'était Zulu Nation aussi parce que on entendait déjà du rap avec Grand Master Flash, déjà. Donc là, déjà, j'essayais de rapper, mais en anglais. C'était facile? Non, c'était un peu dur. C'était juste pour avoir le flow. Je prenais mon livre d'anglais, je voyais ce qu'il y avait écrit et j'essayais de le donner en rythme. Ça, c'est... Voilà. D'accord. Mais vraiment, où j'ai voulu danser, c'est... rapper, en français, c'est en 87. Il y avait une radio, ça s'appelait Radio 7, en ce temps-là. Et il commençait à passer du rap. Et là, j'ai commencé à entendre du rap français. Donc, j'ai entendu Lionel D. Des rappeurs des Black Panthers. Johnny Go, Destroyman. Ça, c'est la base. New Generation MC. Il y avait plein de groupes qui sont arrivés, comme ça. Il y avait le groupe Assassin, qui était avec NTM. Il s'appelait Supreme NTM avant. C'est vrai. Avant de s'appeler NTM, c'était Supreme NTM. Donc, tous ces trucs-là, déjà, ça ramenait le rap, mais ça ramenait aussi la danse. Mais une autre danse. D'accord. Voilà, la hype est arrivée là. Ok. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de danseurs qui dansaient derrière des rappeurs. Donc là, c'est bien aussi parce qu'on a quand même évolué au niveau des cassettes vidéo. Ensuite, il y a eu aussi d'autres chaînes qui sont arrivées. La 5. Ouais. Là, ça y est, ça commençait à changer. Il y a eu TV6 avant M6. Donc, il y a eu plein de choses comme ça qui sont sorties. Et moi, il y avait des potes qui venaient maintenant des États-Unis, qui venaient avec des cassettes. Donc, avec ces cassettes-là, tu commençais à avoir d'autres danses et tu voyais la hype, quoi. Quand on est en 87,
Là, il y a le rap qui commence, mais j'ai pas encore ce qu'il faut, moi, d'éléments pour pouvoir voir de la hype. Parce qu'en 87, il se passe quelque chose de ouf. Parce que là, je vais encore en boîte. Je vais au New Look. C'était vers Évry-Courcouronnes. Il y avait, entre-temps, je parle comme ça, il y avait aussi le Globo. Il y avait, voilà, où il y a eu aussi les Public Enemy. Ça, c'est important. C'est des choses, moi, qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de rapper. Parce que si tu vois des mecs qui arrivent et qui rappent sur la politique, ils ont des gardes du corps tous habillés, genre en militaire. C'est des choses qui m'ont marqué. Mais dans ces bons moments, j'arrive à un niveau de danse. Franchement, j'arrive à un niveau de danse de ouf. Et à ce moment-là où j'arrive à un niveau de danse, je danse contre un mec qui s'appelle Shekna, qui est élu de la Grande Borne. Un bon danseur. Il était considéré comme le meilleur en ce temps-là. Et là, mon niveau arrive, c'est-à-dire on danse, et je vois que j'arrive à son niveau. Wow. Donc là, je suis arrivé à un niveau où, ça y est, là, si on parle de meilleur danseur à Paris, je suis là. J'ai atteint mon objectif. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Mais moi, ça m'a donné une paix, et cette paix a rajouté une autre chose encore dans ma danse. J'étais beaucoup plus serein, et j'étais encore plus inventif, parce que du coup, tu veux garder le truc, tu veux essayer de garder ta couronne, mais ce moment-là, c'est un mauvais moment pour moi, parce qu'en même temps qu'il y a ce moment-là, il y a le moment des bandes. On voit, il y a un film qui vient, qui nous embrouille tous, ça s'appelle Les Warriors. Les Warriors ? Les guerriers de la nuit. D'accord. Là, dès que c'est arrivé, ça, c'était le bordel. C'est ma partie bordélique, en étant toujours dans la danse, mais c'est ma partie bordélique. Donc on monte un groupe qui s'appelle les Black Spiders. D'accord. Et on parle de nous dans les journaux, en tout cas du 78. D'accord. On fout le bordel. Et là, mon père m'a dit, tu vas aller au Congo. Tu vas aller au pays. Pourquoi ? Pour redressement Un bon redressement. Tu vois ? Et encore là, tu vois, t'as vu, je suis en train de te découper parce qu'il y a, entre-temps, là, il y a des histoires. Hein, parce que je veux être danseur, mon père veut pas. Il m'envoie en internat, chez les prêtres, en Normandie. Non. Oui. Du 78 en Normandie, il fait pas là-bas. Voilà, il caillait. Et on se reconnaît que pas. Chez les prêtres, que des hommes, que les prêtres, des enfants qui sont là en bas à l'école. Que ça existait. Ouais, à Lisieux. J'étais à Lisieux. Et j'ai réussi à monter un groupe de danse là-bas. Voilà. Quel type ça de m'a musique ? pas lâché. Pareil, il y avait les musiques, on avait quand même de la musique. Et les gens m'ont vu danser, et ben, j'apprenais aux gens et tout. Et je lâchais pas, en fait. Juste avant de revenir continuer sur le Congo, oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien entre le rap et la danse ? Parce que tu as dit que le rap est arrivé et qu'au niveau danse, tu as décuplé. Au niveau performance, qu'est-ce qui fait que, selon toi, hein, pour toi ? Ben, moi, déjà, où j'ai décuplé, c'est-à-dire que le fait d'aller en boîte, c'est les boîtes qui m'ont fait que j'ai décuplé. D'accord. Parce que dans les boîtes, tu retrouves quand même d'autres personnes qui, eux aussi, ne lâchent pas la danse. Alors que c'est fini, on n'en entend plus parler. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a d'autres gens de d'autres coins qui dansent, et d'autres personnes qui avaient aussi des cassettes vidéo des États-Unis. Donc ça te donne envie de danser encore. Tu vois quelque chose, tu te dis, OK, c'est ça qui a maintenu. Et ensuite, le rap venait à peine d'arriver. Et moi, quand le rap arrive, et en même temps, il y a les bandes et tout ça, donc là, c'est le moment où je te parle. Il y avait déjà, depuis un certain moment, mais je les ai pas connus tout de suite, mais on allait en boîte. C'est là où tu vois comme je dis, les Black Panthers, les Asnés, les Requins Vicieux, les Mendy, les BD. Ah ouais. Voilà. Et encore, les BD, je te parle, il y a plusieurs générations de BD. D'accord. Mais vraiment, là, ce qui était chaud, c'était vraiment... Bon, les Panthers, c'était un peu plus calme quand même, parce que je me rappelle, moi, quand je faisais des bêtises, il y avait une personne des Black Panthers, il me disait, toi, si je t'attrape,
je te tape avec une batte de baseball, tu dépouilles personne. Ah ouais. Ouais. Non, ils étaient quand même là pour remettre un moment, pour dire au groupe d'essayer de se calmer. Et voilà. Et dans ce moment-là, où je te dis que je suis en train d'exceller, donc je vais quand même en boîte, il y a ce moment où je suis dans les bandes, et là où mon père, il dit non, là, c'est bon. Tu pars. Tu pars au pays. T'as quel âge? Je pars en 87. Ouais, t'es mineur. 87, je suis né en 72, 15 ans. Ouais. Mais ce moment-là, c'est le moment où j'ai cru que j'allais lâcher la danse. Pourquoi? Parce que je suis dégoûté. J'arrive à un niveau où je fais partie des meilleurs de Paris. Mais tu t'imagines pas qu'au pays... Mais mon père m'envoie au bled. Qu'est-ce que je vais foutre au bled? Qu'est-ce que je vais aller faire au bled? Je sais pas. J'ai pas envie d'aller au bled, je suis arrivé à un niveau. Du coup, j'arrive au pays, et quand j'arrive au pays, au Congo, là-bas, le Smurf venait de commencer. J'essaie de te dire, comment t'expliquer? Tu as déjà entendu parler sûrement de Dragon Ball Z. Oui, oui, oui. Donc moi, j'étais Trunk. Je venais du futur. D'accord. Donc je vois des gens qui arrivent avec des mouvements. Je dis, mais ça, c'est les mouvements que je faisais. C'est vieux, ça. Donc moi, quand ils me voient danser, ils se disent, mais c'est quoi ça? En fait, il y a des gens qui ne comprenaient même pas ma danse. Donc j'ai dû redescendre à leur niveau, d'abord. Parce que ça y est. Et du coup, pour moi, je régressais aussi. J'ai plus les bonnes infos. Je suis au Congo. Oui, oui, oui. Donc c'est pareil. Alors, 10 ans, voilà. 10 ans de même les de musiques, retard. c'est les anciennes musiques. Ça arrive au Congo, voilà. Ok, mais je continue à danser quand même. Ça me plaît. Donc là, je suis le meilleur pendant les 1 an, on va dire les doigts dans le nez, puisque tout ce qu'ils vont ramener de nouveau, j'étais déjà au courant. D'accord. Donc là, c'est comme ça que je montais, en fait. Selon les gens que je voyais, je montais le niveau. Et on me disait, mais c'est pas possible, mais j'étais loin. Donc là, je vois maintenant les danses africaines. Et là, quand je vois les danses africaines, c'est ce qui m'ouvre, qui me donne envie de développer autre chose. Parce que là, je suis obligé de développer autre chose. Donc ma danse s'enrichit de la danse traditionnelle au pays. J'ai une autre écoute, parce que là, je m'aperçois que j'ai l'habitude d'écouter les sensations. Alors ça, c'est très important. Les danseurs français, en tout cas, certains smurfers que j'ai pu voir américains, mais les Français, ne suivaient pas la musique comme on la suit aujourd'hui. On dansait par rapport aux sensations de la musique. Vraiment, les instruments. On dansait pas sur la caisse claire et le kick. Mais vraiment la sensation. Si je prends un son de Herbie Hancock, si ça faisait... Et nous, en fait, on rentrait le temps dans les scratchs et on commençait à danser. Et on s'exprimait. On n'était pas sur le kick et la caisse claire. Oui, d'accord, voilà. d'accord. Donc c'était ça. Là, j'arrive au pays et je vois que je danse. C'est comme si, quand je danse, j'essaie de comprendre ce que le tam-tam fait. Donc j'essaie de comprendre, je ne comprends pas que finalement, non. C'est le gars du tam-tam qui suit le danseur. Donc c'est moi qui m'exprime et le gars du tam-tam joue. Donc ça, pour moi, ça m'ouvre. En fait, ça me donne une autre oreille musicale. Je dis, waouh. Ça veut dire que là, moi, je fais des mouvements, lui, il fait des tam-tams, mais c'est comme s'il est en train de rajouter une autre musique, en fait. Donc, du coup, ça m'ouvre à avoir d'autres mouvements. Parce que maintenant, quand j'écoute la musique, je l'écoute autrement, parce que quand je danse, je deviens le tam-tam. Je fais comme si cette musique-là, il lui manque des instruments. Du coup, ça m'ouvre vraiment. Et là, je commence à développer des styles de danse et tout. Et voilà, je reste 1 an et je reviens donc à Paris, on va dire presque 1 an et demi, parce que quand je suis parti en 87, j'étais en 87, c'était mi-87, on rentrait un peu dans les vacances. Donc, et je reviens en 89 aussi, en 89. Donc je suis 1 an et demi. D'accord. Et on peut dire que tu as développé la musicalité ou tu l'avais déjà? J'avais déjà la musicalité grâce à la funk. D'accord. Ben, ça n'a aucun rapport voilà. avec... Mais le Smurf, c'était encore, j'ai dit, dans les sensations, comment on suivait la musique, ça n'avait rien à voir avec la funk. D'accord. Voilà. Et là, ça m'a réouvert, parce que là, c'est quelqu'un qui invente un tam-tam, c'est lui qui joue, c'est lui le maître, en vrai. D'accord. Moi, je danse, et lui, c'est lui qui s'adapte par rapport à des mouvements que je fais.
trop bien ça. Et là, je me dis, waouh, du coup, ça m'a ouvert j'ai eu une autre manière de voir. Ben, c'est comme le gros cas, c'est pareil. C'est ça. Voilà. Et là, je suis super content, je fais des mélanges. Parfois aussi, je vois des mouvements de danse africaine, j'aime bien le rythme, et je me dis comment je pourrais le mettre en smurfant. Donc là, je suis content, en fait, j'ai envie de dire, je suis content. Et je reviens à Paris. À Paris? Qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive à Paris, en fait, non, quand je dis Paris, je reviens en France. Oui. Quand j'arrive en France, comment t'expliquer? Déjà, tu intègres un lycée. J'étais nul. Ah, en danse? Ben, j'étais devenu nul. C'est toi qui... Tu le pensais peut-être? Ou alors tu voyais... Mais j'arrive déjà, il y a d'autres choses, il y a d'autres danses quand je reviens en 89. Il y a déjà beaucoup de styles de danse, il y a la piwi, comment on appelle ça déjà j'ai oublié cette danse-là, comment on appelle ça déjà? La gogo. D'accord. Ouais. Gogo, piwi. La hype va arriver après un peu, il commence à arriver. Il y a d'autres danses qui arrivent. Je suis largué. Je dis, c'est quoi ces nouvelles danses? Tu es triste ou gourmand à ce moment-là? Ah, je suis gourmand. D'accord. Et là aussi, c'est pareil, il n'y a plus de smurfers, vraiment, il y en a peu. Mais quand je vois les smurfers, les peu de smurfers, ils ont un niveau, je suis à la ramasse. Ils font des mouvements, je suis là. Ah, je suis zéro. Donc, mais je suis gourmand. Parce que ce que je vois, je me dis, je ne suis pas... C'est pas quelque chose que je ne peux pas faire. Mais je vois qu'il y a une avance. Même, voilà, il y a un autre style, quoi. Je me dis, là, mon style, il est vieux. Donc là, il faut que je reparte. Donc je vois. Et là, il faut que je reparte m'entraîner. C'est vraiment des coups dans la fierté, hein. Ouais. Que des coups qui sont censés t'abattre et ouais. Tu te relèves. Non, je me relève. Je dis ça là, ce que j'ai vu, je peux le faire, mais tu vois, c'est comme si je te dis, je fais un mouvement, mais ce mouvement, il n'est plus à la mode, mon frère. C'est ça le mouvement aujourd'hui. Ah ok, donc je regarde. Ok, les bases au moins, on va dire, c'est ça. Et après, je me dis, avec tout le reste que j'ai développé, il faut juste que je rattrape ces bases et que je développe. Et là, je m'entraîne comme un malade, par contre. Je ne rigole pas, je m'entraîne, je rentre. Il faut que je remonte le niveau. Tu es à l'aise avec ton corps à cette période-là? Je suis à l'aise avec mon corps. Et je remonte très très vite le niveau. Très très vite le niveau parce que mes entraînements pouvaient commencer à 10h et je pouvais terminer à 18-19h. Ah ouais. Je ne lâchais pas l'affaire. J'étais vraiment un dingue de la danse. Ce qui me faisait arrêter, c'était qu'il fallait que je mange un moment. D'accord. Des fois, je sautais mes repas tellement que j'étais à fond dedans. 18. Voilà, donc je suis comme ça là. Et là, on est en 89, 90. Donc le rap, j'ai continué là-bas au Congo. Je reviens ici, je vois comment est le rap aussi. Bon là, ça va. Quand je rentre là au niveau du rap, on est encore dans les années 90, 89, 90, donc je suis bien. Bon, j'avais commencé en 87, j'ai rien lâché en fait. D'accord. Voilà, donc je continue à rapper. Pour moi, en 89, je fais mon premier studio en Espagne. Pourquoi en Espagne? Parce qu'on allait en Espagne. D'accord. Et j'ai commencé à faire un rap en espagnol. D'accord. Voilà, un studio. Je rencontre un gars qui a un studio, donc c'est la première fois que je vois un studio. Et j'ai le micro, et le gars m'enregistre et tout. Et mon son passe dans les boîtes là-bas après. D'accord. Voilà. Et là, je continue à rapper, tout ça. Et on arrive en 1992. Et là, ça n'a rien à voir. 1992, je danse. Je te montre des petits, pour que tu vois à peu près. Quand je suis en train de danser, il y a 2 personnes qui viennent me voir, qui me disent « Oh, mec, j'aimerais tellement que tu viennes m'entraîner. » J'ai formé des gens entre-temps. J'ai formé des danseurs. D'accord. Toujours dans le 78? Là, justement, j'habite à Roissy. D'accord. Parce que je vais d'abord à l'école de Louvre. Ensuite, on me change d'école. Je me retrouve à Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois. C'était tendu à l'époque. Voilà. C'était tendu à l'époque. Les Claude Debussy, ça va être le moment où, pareil, c'est le moment aussi des bandes. Ouais. Donc c'est là où, comme j'étais dans les Black Spider, quand j'étais à Trappes, mais quand j'arrive à Aulnay, là je suis un ZBF, ça s'appelait Zulu Boy Force.
D'accord. Moment des bêtises. Et là, donc, quand je reviens, on me dit, voilà, Claise, il faut que tu... Est-ce que tu peux venir? Et là, je me retrouve à Sevran. Donc, j'ai 2 personnes qui viennent me chercher. Donc, j'ai un cousin par alliance, mais je ne sais pas encore que c'est mon cousin par alliance, D'accord. qui s'appelle Fabien, qui vient me chercher avec un ami à lui qui est inséparable, qui s'appelle Wilfried. D'accord. Et ils m'appellent, ils me disent, est-ce que tu peux venir? Et j'arrive au centre Marcel Paul, je crois. C'était Marcel Paul, je sais plus, c'est Marcel Paul, qui est juste côté de la gare. D'accord. Et c'était là-bas où ils s'entraînaient. Et là, j'ai commencé à les former. Donc, je forme à Aulnay, je forme à Sevran. Et je suis tout le temps entre Aulnay et Sevran. En tant que... Quand tu as commencé à enseigner, est-ce que tu t'es pas dit que c'était une perte de temps? Est-ce que tu t'es dit, ouais, c'est le plaisir de transmettre? Ben, moi, j'ai toujours aimé transmettre. J'ai toujours aimé transmettre. J'ai commencé à transmettre en 87, je transmettais déjà. Ah ouais. Ah ouais. Oui. 87, je commençais déjà à transmettre. D'accord. 80, quand je reviens en 89, une fois que je reprends je reviens pour être au bout du jour, je transmets à beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, comment tu fais? Et le comment tu fais, donc du coup, ma manière de danser, maintenant, il faut que j'apprenne. Donc du coup, je travaille pour pouvoir apprendre aux gens. D'accord. Voilà, donc je transmets très très tôt. Et ton expérience personnelle a pu aider quelques jeunes garçons, jeunes filles un peu qui faisaient beaucoup de bêtises, on J'ai va dire. beaucoup de personnes qui sont venues me remercier, qui m'ont dit, Claise, tu n'aurais pas été là, j'aurais été en prison. Tu n'aurais pas été là, j'aurais vendu de la cam. Tu n'aurais pas été là. Parce qu'au moment où je forme, il y a, sans le vouloir, ben, je deviens comme un grand frère, un père. Une fois qu'on a fini de danser, ben, on termine et on discute. Et parfois, c'est là où quelqu'un me dit, voilà, moi j'ai tel problème et tout. Donc du coup, je deviens un grand frère. Donc ma voix compte quand je dis à la personne, non, ne fais pas ça, va plutôt là. Voilà, donc c'est un mix de tout au final. Il y a eu le moment où c'est difficile de trouver des... Internet, il n'y a pas. Oui. Donc, c'est le moment où la création est à son paroxysme. Tu dois inventer des mouvements. Il y a des mouvements que j'ai appris grâce à des films. À des films? Des films de kung-fu. Je veux voir un mouvement, je veux voir le gars qui fait le serpent, et de là, je fais un truc comme ça, tu vois. Et on a inventé des mouvements. Donc, il fallait avoir une personnalité. Oui. C'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est un peu difficile. Beaucoup de danseurs sont très bons, mais des danseurs avec leur personnalité, c'est très très dur à trouver. Tu dissocies personnalité et identité? Oui, parce que Claise, tu vois son ombre, tu sais que c'est Claise qui danse. Voilà. Et c'était ça dans les années 80. D'accord. Donc, quand on disait aux gens, justement, allez, débrouillez-vous par vous-même, c'est parce que justement, nous, on s'est débrouillés par nous-mêmes. On pouvait donner des mouvements, mais à un moment, on dit, ce mouvement-là, j'ai mis 10 heures à le trouver, tu le prends pas, en fait. Tu vas chercher le tien. D'accord. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Moi, je fais partie des personnes, bon, il y a quand même des vidéos comme ça. Mais si tu vas chercher dans les années 80, c'est difficile de trouver des vidéos parce qu'on ne voulait pas se faire filmer. D'accord. Parce que moi aussi, j'ai cherché. Ah oui. C'est impossible, Mais sauf oui, mais l'événement de 84 et oui, encore. mais on ne voulait pas se faire filmer. D'accord. Pourquoi se faire filmer? Parce que tu te fais filmer, on vole ton pas. On t'a volé un pas déjà? Voilà, oh, on en a volé plein. D'accord. On appelle ça les pompeurs. Et... Mais on le vole, c'est considéré comme volé à partir du moment où on ne crédite pas, on va dire. Ben, moi, c'est comme si je suis en train de chercher un mouvement, si je prends même parce que je breakais aussi, donc cherche un mouvement, je me suis fait mal à l'épaule pour trouver ce mouvement. J'ai fait, voilà, je suis passé par là. Ça fait mal, hein? Et tu viens faire le mouvement, le mec regarde, et demain tu vois le faire son mouvement. Et ça pouvait même créer des bagarres, ça. D'accord. Alors que l'ancien, c'est justement, je vois, si je prends Junior Almeida, en danseur debout, je le vois faire un mouvement, je me dis, purée la vague qu'il a fait, si je me retrouve contre lui, qu'est-ce que je vais faire? Donc je sais déjà que
toute la semaine, je vais travailler ma vague à moi, parce que si je me trouve devant lui et qu'il me fait cette phase, comment je vais pouvoir répondre? C'est comme si je te dis, les gars, ils arrivent avec un pistolet. Et il y a un gars qui s'est dit, non, le gars il va tirer, il peut aussi me louper. Si je prends une mitraillette, normalement, je le loupe pas. Voilà. Donc c'est lui est arrivé, il a inventé sa mitraillette. Donc c'est pareil. Il a un pistolet, quel va être mon pistolet ou quel va être mon bazooka voilà. C'était ça avant. Et c'est comme ça que tu pouvais reconnaître quelqu'un. Donc c'est vraiment de la création, la danse. Oui. Mais c'est là que je rebondis sur la transmission. La transmission, c'est sur quoi alors? Les fondamentaux de la... Voilà. Moi, ma transmission, c'était sur les fondamentaux. Voilà, vraiment les fondamentaux. Bon, après, moi, c'est vrai que je partageais plus. Je pouvais partager même un mouvement que j'avais créé. Je pouvais le faire. Et j'aimais ça aussi parce que, par exemple, même dans les années 90, c'était encore comme ça, il y avait vraiment cette histoire de... Quand tu vois un groupe danser, tu pouvais dire « ça, c'est un groupe qui vient de Sevran ». C'est-à-dire que j'avais ramené l'identité en plus. D'accord. Quand j'arrivais, j'avais une identité. On savait qu'il y avait une énergie, il y avait un truc, tu savais, ça, c'est le 9-3. Parce que j'entraînais Aulnay, j'entraînais Sevran, j'entraînais à Villepinte. Voilà. Donc vraiment tout ce fief-là. Voilà. Et il y a même des personnes tellement que j'étais là. Je vivais là, j'étais là, je venais donner des cours. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne savaient pas que j'habitais à Roissy. Pour eux, j'étais un mec de Sevran. Mais j'ai habité à Sevran. T'étais un mec de Aulnay. Voilà, ben oui. Certains croyaient que j'étais un mec d'Aulnay, d'autres un mec de Sevran. Mais moi, j'habitais dans le 9-5. Mais après, j'ai habité à Sevran Village. D'accord. Donc, je peux dire que pendant les 4 ans que j'étais là, j'étais un mec de Sevran. J'étais tout le temps là. J'étais H24. Si je rentrais chez moi, c'était le dernier train. Sauf quand j'étais à Sevran. Et tu étais rémunéré, c'était la mairie Alors, il y avait quelques fois où j'étais quand même rémunéré, mais les groupes que j'entraînais, j'étais pas rémunéré. C'était l'amour de la danse, c'était une transmission, en fait. Voilà, c'était mes frères ou mes petites sœurs, voilà, c'était la transmission. Est-ce que tu as inculqué par ta transmission l'esprit famille? Est-ce que ça avait sa place? Ça avait sa place parce qu'il y avait encore cette histoire de crew, justement, des groupes. Ouais. Donc c'est obligé, tu as une identité, tu es une famille. Tu as une manière de danser. Je faisais en sorte, en tout cas avec certains groupes, en tout cas, voilà, on a une identité, on doit avoir les mêmes habits, on doit s'habiller pareil. Voilà, c'était hyper important ça, par contre. Tu avais vraiment une richesse dans la danse parce que ceux de Sarcelles ne dansaient pas comme ceux de Sevran. Et ça, c'était beau quand on savait qu'on allait se rencontrer. Et ça t'arrivait aussi d'arriver à créer grâce à tes élèves? Non. D'accord. Non. Okay. Ça m'est jamais arrivé parce que... C'est peut-être parce que j'étais déjà très très loin quand même. Okay. Mais le hip-hop était là. C'est-à-dire, je te dis franchement, en tout cas, moi déjà, à moi tout seul, j'étais un virus. Et pourtant, il y avait quand même des gens qui foutaient la merde, mais la danse avait pris une certaine place. C'était incroyable. Et là, moi, Sevran, c'est... Je sais pas comment... Pour moi, j'étais un gars de Sevran déjà. T'étais un gars d'Aulnay aussi? Un gars d'Aulnay après. Mais avant Sevran. Avant Sevran, parce que Aulnay, je m'entraînais là-bas, je m'entraînais, Blaise est revenu, donc des fois j'allais m'entraîner dans sa salle, il y a eu tout ça, mais il y a eu le moment où avant que, par mon initiative, le centre de danse du Galion s'ouvre, donc là je commence à entraîner beaucoup plus à Aulnay, parce que là il y a un centre de danse, je vais être rémunéré et tout, donc là c'est là où Aulnay arrive, mais là on est encore... on va dire 97. Mais je donne avant, je suis déjà... déjà. Mais le centre de danse du Galion, ça commence en 97. Et je donne encore aux étangs. C'est avant d'arriver même au Galion, il y a les étangs d'abord, parce qu'ils n'avaient pas encore fait cette salle de danse. Et le sous-préfet du Raincy, ils m'ont vu danser et ils ont donné, pour ouvrir l'école de danse, on était encore en francs, 800 000 francs. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Donc, avec d'autres personnes qui ont donné pour qu'on ouvre
le centre de danse du Galion. Mais ça, c'est encore une autre étape. 92, pour moi, c'est l'année. Mes 20 ans, c'est the année. Je rencontre donc Wilfried Fabien. Je commence vraiment à encadrer des gens à Sevran. On monte notre premier spectacle. Donc notre groupe s'appelait Dynamic Style. Oui. On va à l'Opéra Comique. Non, Théâtre des Jazets. Au mois de juin. Et avant ça, moi, je vais faire l'Opéra Comique. Parce que la compagnie Black Blamber recrute, mais pas de danseurs. Ils cherchent un rappeur. D'accord. Donc là, je rentre dans Black Blamber en tant que rappeur. Donc je viens, je fais mes impros, je rappe et tout ça. Je rappe avec les noms de tout le monde, je prends tout ça. Waouh! Ok, on te prend dans le rap. On te prend. C'est bien, hein. De 10, on passe à 20, et à 20 ans, tu fais partie De Black Blamber. de Black Blamber. Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Vu qu'à 10 ans... Je ressens... 15 ans, oui. Je ressens... Je suis content, mais je ressens pas encore ce que je veux ressentir. D'accord. Parce que j'arrive en tant que rappeur. J'arrive pas en tant que danseur. Donc là, on monte un spectacle qui s'appelle Rap Petit Pas. Rap Petit Pas. Rap Petit Pas. Rap D'accord. Petit Pas. Oui. Et là, ça va être l'histoire du hip-hop en France. Donc, comme il y a l'histoire du hip-hop en France, il leur fallait un rappeur, parce qu'il faut le rap. Donc c'est là où je viens dans le casting, je mets le paquet, on me prend. D'accord. Donc là, ça y est, je rentre dans le truc, je vais rapper et tout. Maintenant, en faisant chronologiquement les choses, en France, il y a le jazz rock, c'est vrai, il y a le Smurf, il dit, mais attendez, on s'est trompé là. Avant que le Smurf vraiment arrive, il y avait tout ce qui était mime robotique. Oui. Qui sait faire le robot? Ouais, je dis moi. Donc je montre, tac, je fais tout ce qui est animation, robotique, tout ça. Ouais, ok, on prend. Donc je prends une musique, je travaille dessus, je fais mon truc et tout. Et là, spectacle. Donc dans ce spectacle-là, du coup, j'ai ma petite partie qui dure, 1 minute, où je fais juste une traversée. C'est vraiment pour faire, c'est comme si je te disais, c'était pour faire un lien, pour revenir au Smurf, c'était comme si c'était comment on appelle ça, une transition. Donc ça dure 1 minute, je fais un petit truc, je sors. Donc, premier spectacle, donc on le fait 30 minutes à l'Opéra Comique. Et ça sort dans les journaux, c'est un carton. On fait un carton plein. Nouveau spectacle de Black Blamber, carton plein. Et dedans, il y a un mec qui passe son robot, parce que je suis déguisé, je suis machin. Il y a un gars qui passe son robot, il fait un truc de malade et tout. On parle du robot. Donc là, il faut savoir que comme je viens pour rapper, je suis dans Black Blamber par intermittence, c'est-à-dire quand c'est à Paris. D'accord. Quand ils voyagent, je ne suis pas avec eux, normalement. Oui. Mais là, le robot, ils en ont tellement entendu parler. Et pourtant, je fais un court passage. 1 minute. 1 minute. Ouais. Ils en parlent. Et là, ils doivent monter 1 heure. Parce que là, c'était pour présenter 30 minutes, en vue d'avoir des subventions, pour ensuite passer à 1 heure. Est-ce que tu sens quelque chose là? Là, je dis, ça y est, je deviens un professionnel. Ça y est, là, je vais être professionnel parce que ça va plus être 1 minute, ça va être 3 minutes, 4 minutes, mon passage. Il faut que je développe. Et là, ça y est, je suis Black Blamber. Ça y est, je suis intermittent du spectacle. Ça y est. C'est vrai? Là, je vais tourner avec eux. Ça y est, je vais tourner avec eux. Ça y est, je suis Black Blamber, là. Ça y est, là, je suis heureux, là. Purée. Ça y est, on va bouger, on va aller en Allemagne, on a été partout. On a été en Australie, Et là, ça y est, c'est ma vie, ça y est, ça y est, je suis dans une compagnie. Je donnais des cours, mais là, je suis un professionnel, ça y est. Je vais gagner ma vie là-dessus. Donc là, je gagne mon salaire d'intermittent. Moi, je suis intermittent depuis 1992. Voilà. Comment ont réagi tes parents, bien que tu sois majeur, à ce virage professionnel? Ma mère contente. Ouais. Mon père,
Je pense qu'il était un peu fier, mais bon. Les Africains, ils s'en foutent de la danse. Mais au moins, il se dit que j'ai quand même des revenus. Mais à cette Voilà. période-là, c'est vrai que même quand tu as envie de dessiner ou quoi que ce soit, ou faire de la danse, c'est pas sérieux, quoi. Non, C'est pas quelque chose de sérieux. Est-ce qu'on pensait un jour que ça serait c'est ça. Mais c'est professionnel? comme le foot. C'est Ouais. pareil, le foot. On ne pensait pas que ça allait arriver à ce niveau-là. Si tout le monde, si c'est payé déjà comme ça, je pense que mon père il aurait laissé, tout le monde aurait laissé beaucoup de gens jouer au foot. Le foot, tu gagnais rien aussi avant. C'était rien. La professionnalisation, telle que toi tu l'as vécue, tu le vois comme une suite, comme une récompense ou comme un dû? Une récompense. Une récompense par rapport à un travail que j'ai fourni. Un dû, non. Pourquoi pas un dû? Aujourd'hui, je pourrais dire oui, un dû. Aujourd'hui. Mais là, je te parle au moment où moi je le deviens. Non, c'est une récompense. C'est même, comment on appelle ça? Une justice. D'accord. Parce que pour moi, j'étais Black Lamber avant déjà. Je l'étais déjà. Dans le cœur. Voilà, pour moi, voilà, comme si Dieu m'a fait justice. Ça y est, tout se remet à l'ordre parce que faut savoir que une fois que j'intègre la compagnie Black Lamber et que je commence à faire ça, au fur et à mesure, je commence à me retrouver dans tous les tableaux. Après, j'étais dans tous les tableaux. Tous les tableaux. J'ai créé des chorés après. C'est moi qui ai créé des chorégraphies dedans. J'ai intégré des gens aussi dans Black Lamber. Des gens que j'avais formés, qui sont arrivés plus tard, que j'ai formés. Donc là, je suis chorégraphe dans la compagnie Black Lamber. Wow. T'es arrivé comme ça, baf, Voilà. directement. Voilà. Parce qu'après, quand il y avait d'autres choses à faire, je savais les faire. Comment on fait pour ne pas avoir le melon à cette période-là? Tu n'as pas le melon, alors... Mais je suis tellement passionné que j'ai pas le temps d'avoir le melon. Je suis trop passionné pour l'avoir. Oui, je comprends. C'est- T'es pas dans... Les gens vont dire oui, tu danses bien. Ben oui, bon, après on était. C'est vrai que quand je sais à 20% ou 30% ce qu'est être une star. Parce que quand on sortait, voilà. J'ai des autographes, des belles nanas qui te sautent dessus, tout ça, on a connu On ça. t'appelait comment alors du coup? Le robot ou Claise? Non, Claise. tout D'accord. simplement. Donc les gens connaissaient ton... Ah ouais, ton nom. pardon, ben oui, vous connaissez mon nom. C'est un prénom que je n'ai pas du tout aimé quand j'étais jeune et que j'ai aimé beaucoup plus tard. Ça Mais aussi. quand tu as un frère qui s'appelle Eric, disons, tu as des grands frères, Richard, leurs noms sont dans le calendrier. Toi, tu ne te retrouves pas dans le calendrier, tu t'aimes pas ton nom, ton prénom. Mais du coup, au fur et à mesure, les gens pensaient que Claise était même mon surnom, alors que c'était mon prénom. D'accord. C'est un nom que j'ai bien porté beaucoup plus tard. Donc c'est Claise, le chorégraphe, le danseur. Donc en même temps, dès que je reviens de tourner, je reviens sur Sevran, je continue à former d'autres danseurs. Et voilà, après je continue. Ça y est, c'est ma vie, ça fait partie de ma vie. Tu te projettes à 20 ans? 21 ans? À 20 ans, je me projette, oui. Je me dis que je vais rester chorégraphe. Ça, voilà. Et là, je pense... c'est beaucoup plus tard, on va dire en 97. 97, quand je viens pour, justement, à Aulnay, pour ouvrir le Centre de Galant, je sais que, j'en parle déjà en 95, 96, qu'il faut que j'ouvre une école de danse. D'accord. Il faut que j'ai ma propre école. Donc, 97, c'est clair dans ma tête. J'explique à des danseuses, voilà, moi, je veux avoir ma propre école. Il me faut ma propre école de danse. Pourquoi cette volonté? Parce que depuis 87, je transmets. Ça va de soi qu'il faut qu'il y ait un lieu où transmettre. J'ai beaucoup transmis, je transmettais dehors. T'as pas de salle, on peut pas te donner de salle, donc on se retrouvait. On avait un poste. On allait parfois dans des bâtiments, mais on devait mettre la musique doucement parce que Il y avait des voix. il y a les voisins, vous me faites trop de bruit, allez dehors. Dehors, il faisait froid. Donc on changeait de bâtiment à chaque fois. D'accord. Donc avoir une salle de danse, c'était dur. Moi, mon miroir, parfois, c'était la vitre du bâtiment. Oui. Ou parfois, tu pouvais avoir la chance, dans quelques cités,
quand tu descends, parfois, avant d'ouvrir, là, il y a une petite, tu vois, il y a un petit miroir, et tu joues dessus, parce que là, tu peux te voir, tu peux perfectionner. Donc, c'était pas évident d'avoir une salle. C'était pas encore évident. Voilà, où c'était un jour précis. Moi, je m'entraînais à Marcel Paul, c'était un jour précis. Après, il y avait d'autres associations. C'est limitant, en fait. Voilà. Et moi, je voulais avoir mon école. En 97, j'ai dit que j'allais avoir mon école. Et mon école, je l'ai en 2007. Ouais. Et là, je te dis, j'ai fait une coupure, hein, t'as vu, hein. J'ai fait une grosse coupure, je t'ai fait des petits sauts comme ça, mais ça se suit bien, mais je t'ai fait une coupure. De 92, je suis monté directement à 80... Parce qu'il y a des détails. De Dynamic Style, mon premier groupe, je rencontre des plus jeunes encore, donc à qui je forme le groupe GFS. C'est long. Dans GFS, ça voulait dire Grande Famille Solidaire. Mhm. Et dans GFS, il y a le groupe New Jack Spirit, New Sister Swing, Kamikaze Hype. Donc, et tout ça, ça faisait GFS. C'est énorme. Voilà. Des GFS, je remonte Dynamic Style, mais version 4 personnes. C'est ça. C'est. Ensuite, je monte un autre groupe sur Aulnay qui s'appelle Charm Dance Company, avec Blaise. Donc Blaise, Truand, mon cousin Fabrice, moi-même, Gemini, Pascal Gomis, on est 5. Gemini, je suis son premier professeur. C'est moi qui forme Gemini. Je le forme en 89. Je le forme à la danse. Lui, en ce moment-là, je le forme avec un autre danseur qui est rentré ensuite dans la Slam Nation, Salomon, Samy. Et on arrive à un moment où ils arrivent à un niveau, mais le petit était fort aussi au basket. Et là, c'est là où c'est dur, parce qu'il me demande, écoute, là, on me propose le basket ou la danse. Et comme je suis le grand frère, en fait, il me dit, je ferai ce que toi, tu décideras. Donc là, c'est entre mes mains, sa vie. Et je dois décider à la place. Et là, c'est le cœur qui doit parler, donc je reste calme. Et là, je lui dis, non, va au basket. Ça me fait mal, là. Je perds un super élément. Mais il a tellement de talent aussi au basket. Et je lui dis, ben, la danse va te servir à beaucoup de choses. La détente, tous les trucs, ça l'a servi. Et il a bien fait, parce c'est un gars qui dunkait comme jamais. Il faisait partie de la Slam Nation. Si vous cherchez la Slam Nation, vous allez voir, c'était bien connu. Salomon Samy, très fort. Et Gemini, comme je lui apprenais beaucoup de styles de danse, je le conseille de s'orienter vers le locking. Je dis, c'est le truc qui te va le mieux. Je t'ai montré plein de bases, et des bases que j'avais depuis Berlin, quand on parle de Berlin. Ouais. Des bases, j'avais développé aussi. Et ensuite, je lui dis, ben, on est là, en 89, ça y est, on commence à voir des vidéos, dans les années 90, parce que Charm Dance continue jusqu'à 95, 96. Donc là, je lui dis, ben, écoute, va aux États-Unis maintenant. Va chercher les originaux. Va apprendre les originaux. Et tu feras un mix avec tes connaissances. Et c'est là où, aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui fait le tour du monde. Gemini, c'est une référence. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est une époque, il fallait la vivre. Lui, il peut te le dire. Il fallait la vivre. J'ai tellement séparé, moi. Et tu sais que j'ai évité beaucoup de guerres. Hein. Parce que j'étais un mec d'Aulnay, j'étais un mec de Sevran. T'avais tous les codes de cité, on va dire. Ouais. Mais tu sais, la danse, c'était vraiment le truc qu'on peut dire passe-partout. T'es danseur, t'es passe-partout. Bon, heureusement que, là par contre, je peux dire qu'à ce temps-là, heureusement quand même que j'avais gardé quand même le petit côté, quand c'était peut-être un peu chaud, j'étais obligé de rentrer un peu dans la bagarre. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Hein, parce que ça m'a beaucoup sauvé. Ça m'a beaucoup sauvé.